suis vraiment désolé de devoir commencer la vidéo avec une scène aussi badante. Ce passage provient du film d'horreur Hérédité d'Ari Aster et qui aurait dû permettre à Toni Collette de remporter un Oscar. Mais on n'est pas là pour faire une critique cinéma. De toutes les horreurs qu'un être humain puisse vivre, rien n'est pire que la perte de son enfant. J'ai été déchiré d'entendre le cri de Christine Blaise à l'enterrement de son fils, et j'ai même versé une larme quand Olivia trouve sa fille Anna dans son dernier bain. Et je me souviens encore de cet échange quand j'étais en master, en cours de psychothérapie entre un élève et mon prof, qui deviendra par la suite mon psy. Mais monsieur, comment trouver les mots justes pour réconforter les parents de la perte d'un enfant? Vous rigolez, j'espère. On ne se remet jamais de la mort de son enfant. Alors qu'en est-il pour un parent qui est involontairement responsable du sort de sa progéniture? Que ce soit par une faute d'inattention, un geste malencontreux ou l'utilisation du mauvais produit sur son enfant. Faisons un petit saut dans le passé et regardons comment une erreur industrielle a transformé un produit inoffensif comme du talc en poison, et comment une entreprise aujourd'hui disparue a handicapé et tué des centaines de bébés. Je sais ce que vous allez dire, tu comptes changer de décor toutes les 2 semaines. C'est vrai. Et là, on va dire que c'est exceptionnel ou pas, parce que je voulais tourner l'épisode relativement rapidement. Revenons en France, en 1972, plus précisément dans l'Aube et les Ardennes. Les médecins de l'époque reçoivent de plus en plus de cas de nourrissons présentant tous les mêmes symptômes. Vomissements, léthargie, convulsions, brûlures. 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 Vomissements, léthargie, convulsions. Jusqu'à ce que dans certains cas survienne la mort. Au total, 204 nourrissons seront touchés par ce mal, dont 36 trouveront la mort. Et on remonte facilement à la cause. Toutes les familles avaient pour achat commun un flacon de talc de la marque Morange, un parfumeur aujourd'hui disparu. Si, comme moi, vous n'êtes pas parent, il s'agirait de répondre à une question. À quoi sert le talc pour les bébés? Pour la faire courte, c'est une poudre minérale qui sert principalement à absorber l'humidité, prévenir les irritations, réduire les frottements, et accessoirement, c'est relativement agréable au toucher. Alors maintenant, le talc est controversé quant à son utilisation sur les plus petits. Déjà car ce sont des particules fines, et même si, en tant que parent, j'ose imaginer que vous n'allez pas foutre le pot en plein dans le museau, c'est très volatile et ça peut quand même être respiré. Ce n'est pas très bon pour les voies respiratoires, et en plus de ça, il y a une possible contamination à l'amiante. L'amiante, je développe pas cette fois-ci, juste c'est très cancérigène. Et accessoirement, il y a de meilleures alternatives maintenant. Mais à l'époque, non seulement on ne prenait pas trop en compte ce genre de considérations, mais en plus c'était le produit qui était conseillé. Surtout que dans la tête de beaucoup de personnes, produit minéral égale naturel égale bon. Mais non, et des contre-exemples j'en ai beaucoup, mais ce n'est pas la vidéo pour. Après analyse du produit, on découvre ce que contenaient ces flacons. Majoritairement du talc, un peu de lavande, mais on décèle 6% d'hexachlorophène. C'est quoi ça? C'est une molécule développée par la société Givaudan. Sa particularité, c'est un puissant bactéricide obtenu par la combinaison de 2 insecticides puissants. Ses effets, si elle circule dans le sang, elle peut passer la barrière hémato-encéphalique. Aïe, comment dire? Si le cerveau est une boîte de nuit, la barrière hémato-encéphalique en est son leader, et croyez-moi, vous n'allez pas du tout passer comme ça. Cette barrière a la capacité de bloquer énormément de molécules, et à raison, vous n'avez pas envie que n'importe quoi vienne trifouiller votre centre de commande. Cependant, l'hexachlorophène passe, et d'autant plus que la barrière hémato-encéphalique des nourrissons n'est pas totalement formée. Ok, mais comment elle passe dans le sang cette molécule? Par les voies respiratoires ou par l'entrée associée au popotin des bébés? Oula, stop, déjà j'ai envie de fracasser mon crâne de devoir mentionner quelque chose comme ça. Mais non, ce n'est pas par là. En fait, un truc qui est relativement peu connu, du moins des non-parents, c'est que les fesses sont le siège du bébé. En gros, c'est une zone qui comprend les fesses, le haut des cuisses et les parties, et ce trio
est très sensible et très à risque à l'absorption des substances. Genre, si tu voulais faire passer un médicament avec une crème, tu pourrais. Du coup, ce talc, il devient meurtrier dans le cas des bébés, et ça n'a pas manqué. Alors, une fois passé dans le cerveau, que fait l'hexachlorophène? Pour la faire courte, elle va former des grosses poches, des œdèmes au niveau des gaines de myéline. Et la myéline, c'est des espèces de petits boudins qui entourent les neurones pour accélérer les informations transmises entre les neurones. Et l'état du cerveau après ça est... comment dire? Vous voyez une éponge? Pire, je vais vous transmettre un trauma lié à mes vieux cours de psycho. Est-ce que vous savez à quoi ressemble un cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer? Hey, y a pas que moi qui dois souffrir de ça, vous allez souffrir avec moi, hein. J'imagine que vous devez réaliser la gravité d'une telle intoxication sur le cerveau des nouveau-nés. Si on en exclut la mort, la liste est bien fournie. Retard dans le développement intellectuel, troubles du langage, troubles moteurs, épilepsie, handicap neurologique majeur, atteinte sensorielle. La question, comment on s'est retrouvé à 6% d'une molécule excessivement dangereuse dans un produit pour bébé? Le fabricant l'assume. Il ne sait même pas ce que c'est l'hexachlorophène. Il n'est même pas censé en contenir. En fait, c'est la faute du conditionneur. C'était pas Morange qui conditionnait ses produits, elle faisait appel à un sous-traiteur, l'entreprise Cetico. Et bien de son côté, le dirigeant affirme ne pas connaître cette molécule. Il ne possède que du talc et du G11. Tiens, c'est quoi ce truc-là, le G11? Je vous le donne en mille. Et pourquoi l'avoir commercialisé sous un tel nom? On en reparle plus tard. En fait, le problème du talc, c'est qu'il a tendance à déborder quand on le conditionne. Résultat, tu perds des kilos et des kilos de talc à la fin de la journée. Du coup, ce surplus, les employés avaient l'habitude de les mettre dans des fûts vides pour les réutiliser à l'avenir. Sauf qu'un jour, ils ont utilisé un fût de G11, qu'ils pensaient vide. Spoiler, il l'était pas. Une fois le fût rempli, un des employés, croyant bien faire, a remis ce fût en production en imaginant que ce n'était que du talc. Question pour vous. Qui est responsable dans cette histoire? Je pose la question sérieusement, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de bonne réponse. Givaudan, Morange, Cetico ou les employés? J'ai toujours tendance à dire que quand t'es patron d'une boîte, tu as l'autorité sur tes employés, mais tu as aussi la responsabilité quand ils font de la merde. Ça, ok. Mais pour avoir travaillé plusieurs fois en laboratoire, des gens qui balancent des solvants cancérogènes à l'évier ou en pleine nature, j'en ai vu. Et ok, on est sur une quantité minime, mais à chaque fois je tombe sur 1, 2, 3, 4 personnes, etc. Et ils le font tous une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Vous avez compris le truc. Cette attitude de se dire que quelqu'un d'autre gérera la merde à votre place, ça me tend. Et oui, ok, c'est à l'employeur de mettre en place des options concernant la gestion et le traitement des déchets, mais la vérité c'est que si personne ait la décence de communiquer ne serait-ce qu'un tout petit peu sur ce qui ne va pas dans le labo où tu viens travailler tous les jours, on va pas aller bien loin. Croyez-moi sur parole. Lancez des audits surprises sur des boîtes qui manipulent ne serait-ce qu'un tout petit peu de produits chimiques, et vous en verrez des commerces baisser le rideau. Bref, reprenons. Tout à l'heure, j'ai mentionné Givaudan dans les personnes à responsabilité, mais pourquoi? Eux, ils ne font que de le commercialiser, l'hexachlorophène. Répondons à la question de tout à l'heure. Pourquoi G11? Officiellement, des questions d'organisation et de nom de produits, comme le paracétamol, dont le vrai nom est paracétylaminophénol. Officieusement, l'hexachlorophène devenait légèrement controversé quand la FDA a démontré que c'était une substance dangereuse. Comment on sait que c'était dangereux? Bon, un des analystes en a donné à graille à un chien, et ils en ont filé à des babouins. Une autre époque, quoi. Et pourquoi Givaudan devrait être responsable? Demain, vous commercialisez un produit. Admettons une crème de visage, hop, vous balancez ça sur le marché, et finalement on se rend compte qu'elle contient un produit nocif et en grande quantité. Mais c'est pas votre faute, vous le saviez pas. Balancez une excuse pareille de nos jours et vous réservez votre meilleur aller simple sans retour à Azkaban ou à Impel Down. Et même sans ça, on est tellement baigné dans des normes strictes de nos jours, et à raison, qu'avant même de commercialiser quoi que ce soit, vous allez avoir des organismes comme l'ANSM ou la DGCCRF qui vont vous attraper par le callback. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous croyez une seule seconde que Givaudan a fait les tests nécessaires pour montrer que son produit ne nécessitait pas d'étiquetage? Et en plus de ça, leur merde. Pardon. G11, c'est un excellent bactéricide. Vous savez les coûts de stockage qui se sont évités en fourrant leur substance dans toute leur crème? Du coup, oui, faute à l'employé de Acetico qui a remis ce fût en production, mais s'il n'y a rien marqué, après bon, un peu de bon sens aurait tendance à te faire dire que bactéricide puissant et produit pour bébé,
ça fait pas bon ménage. Et à la fin, ce n'est pas Setico ni Morange qui sont allés voir les familles qui ont porté plainte en leur proposant un dédommagement de 1000 francs pour une intoxication classique ou 25 000 francs pour une mort en échange de retirer leur plainte. Je vous épargne la conversion, ça fait 3810 €. Ouais, finalement un nourrisson, ça vaut quoi? Et aujourd'hui, Setico et Morange n'existent plus, probablement éclaboussés et à raison par cette affaire. Et Givaudan? Écoutez, 7 milliards de chiffre d'affaires en 2024, ça peut aller. Et ouais, ils ont été innocentés. Vous savez par qui? Badinter. Ouais, celui qui est mis sur un piédestal pour avoir aboli la peine de mort a défendu un grand groupe qui est responsable de l'intoxication de 200 bébés. Je vous rassure, on n'est vraiment pas là pour parler de politique. Faites-vous votre propre avis, parce que c'est pas le genre de thématique qu'on abordera sur la chaîne. Au final, cette histoire n'est pas seulement celle d'une erreur industrielle, c'est surtout celle de centaines de parents qui ont passé le reste de leur vie à se demander « Et si je n'avais simplement jamais acheté ce talc ?» Pourtant, la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais été responsables, pas une seule fois. Parce qu'à partir du moment où un produit pour bébé arrive en pharmacie, personne ne devrait avoir peur de tuer son enfant en l'utilisant.